Le montant de nos pensions ne doit plus rimer avec dépression. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans QR L'Actu. Je vous présente nos deux invités du jour pour parler de cette délicate thématique des pensions. Jean Hendrix, professeur d'économie à l'UC Louvain, et François Pearl, directeur du pôle acteur social et citoyen de Solidaris. Avec nous également un citoyen qui va intervenir à distance dans nos échanges. On accueille Dominique Chardom de Wavre. Bienvenue à vous, vous êtes de l'autre côté, vous voilà, merci d'être là. Bonsoir. On vous donne la parole dans un instant, le temps de nous pencher tout d'abord vers la première question écrite qui nous a été envoyée via la page Facebook de l'émission QR RTBF. C'est un message de Flo. L'espérance de vie est plus longue, mais la santé, nous dit-elle, est dure physique et mentale. Tout cela est pareil qu'avant, si pas plus difficile, car actuellement, on nous en demande toujours plus. À 67 ans, nous sommes usés. C'est une question qui finalement a été beaucoup posée aussi, ce fameux âge de 67 ans. Usé à 67 ans, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que plus personne ne travaillera jusqu'à 67 ans ou est-ce qu'il y aura encore des travailleurs qui vont aller jusqu'à cet âge-là ? Mais fondamentalement, tout dépend de la nature du métier. Donc je pense que les gens se sont rendus compte durant cette crise que par exemple le métier d'infirmière et du personnel soignant est un métier qui est éreintant. Et donc effectivement 67 ans n'a aucun sens pour ce genre de personnel. Pour d'autres métiers où par exemple le télétravail est concevable, c'est quelque chose qui n'est pas idiot a priori et qui est faisable. Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre et tout l'enjeu c'est d'arriver à permettre à ceux qui ne sont pas capables d'y arriver de lâcher avant. Ce qui veut dire que 67 ans, parce que beaucoup de gens se posent la question, 67 ans qui deviendrait l'âge légal comme on l'a entendu parfois, ça c'est définitivement terminé, il n'en est plus du tout question. Je ne sais pas. La réforme permet effectivement de ne pas devoir aller jusqu'à 67 ans pour une pension complète. Ce qu'on a un peu trop vite oublié par contre, c'est que 67 ans, c'est l'espérance de vie de personnes qui sont en train de prendre leur pension maintenant. Donc l'âge de la pension, plutôt l'âge, l'espérance de vie augmente, mais pas forcément pour les gens qui sont en train de prendre leur pension maintenant. Est-ce qu'on pourrait aller au-delà de 67 ans, vous pensez ? Moi, je ne pense pas. Je trouve que c'est vraiment tout à fait inconcevable. Après, sur une base volontaire, pourquoi pas, mais le droit à la pension devrait être de manière inconditionnelle, même, je pense, et je me lance, diminuer à un âge plus raisonnable. Monsieur Chardom, rebonsoir. On écoute votre question. Bonsoir. Bonsoir à tous. 22 ans et demi, carrière ininterrompue. Alors, monsieur Chardom, je vais vous demander de recommencer, ou alors on va devoir interrompre parce que votre connexion, qui était très bonne aux essais, mais c'est la loi de la vexation du direct, évidemment, votre connexion n'est plus bonne du tout. Donc, essayez de peut-être faire une antenne avec votre doigt, je ne sais pas, mais on reprend. Alors, à 62 ans, après 42 carrières ininterrompues, j'ai obtenu une retraite anticipée, donc une pension réduite. Si j'avais eu 65 ans, avec 42 ans de carrière, ou 10 ans de chômage, j'aurais une retraite complète et une pension. C'est malheureusement très très compliqué de vous comprendre. On va essayer de travailler sur cette connexion. On a parfois des difficultés et on présente évidemment toutes nos excuses à nos téléspectateurs pour cette question. Je pense, monsieur Chardom, et sans vouloir trahir votre pensée, que pour les quelques mots que j'ai compris, vous alliez nous amener sur la question, je crois, de la prise en compte du chômage. Et je vais me tourner vers monsieur Hendrix. Le chômage, pris en considération, pas pris en considération, on a bien compris à travers les quelques mots qu'il y a parfois des choses qui posent question. Et donc, si j'ai bien compris la question, en fait, c'est le principe général de notre système de pension est basé sur des fractions de carrière. Donc, l'idée centrale, c'est qu'on a 45 années de carrière, c'est la norme, si je puis dire, et monsieur a fait 42 années sur les 45. Et donc, s'il est allé jusqu'à 65 ans, il aurait eu sa carrière complète, donc il a une fraction de carrière de 42, 45e. Alors, pour ce qui concerne le chômage est effectivement pris en compte, on appelle ça des périodes assimilées. Donc, ils sont assimilés à une période d'activité au travers d'un mécanisme de solidarité entre les gens qui ont la chance de garder leur emploi et ceux qui ont la malchance de le perdre. Et donc, ça permet d'amortir en quelque sorte les conséquences d'une perte d'emploi sur la pension. Mais il y a quand même une baisse de la pension puisque ce n'est pas... C'est-à-dire, le salaire qui est utilisé pour calculer ces droits de pension est inférieur à celui que la personne... Il y a des gens qui vont vous dire oui, mais finalement, une année de chômage ou une année de travail, c'est la même chose dans le calcul de la pension. Non, il y a une baisse de pension quand même, mais qui est atténuée. La question suivante, on vous l'avait posée via Opinion. Vous pouvez continuer à voter via le petit QR code qui apparaît en bas à droite de votre écran. Permettre de partir à la pension après minimum 42 ans de travail, vous étiez plus de 2000 à avoir répondu. Mais on sent que la proposition, elle est quand même plutôt accueillie favorablement. Encore une fois, c'est pas un sondage, c'est l'avis de celles et ceux qui nous regardent. On sent que pour près de 60% d'entre vous, ce serait pas mal, voire même une bonne proposition pour plus de 30%. Ça nous amène à la question suivante, celle de Yves, on la regarde. Une pension minimum, oui, mais avec des bonus pour les travailleurs qui ont donné 42 ans de boulot
et de taxes, eh bien, ça lui paraîtrait logique. François Pearl, ça paraîtrait logique ? Ça paraît logique, c'est si par exemple, on rétablit le bonus pension, qui est donc cette espèce d'augmentation structurelle à la pension qui était octroyée aux personnes qui travaillaient le plus longtemps et le plus tard possible et qui a été supprimée par le précédent gouvernement. Donc oui, 42 ans, d'ailleurs, comme la majorité des personnes qui ont participé au sondage, enfin même c'est pas un sondage, 42 ans, c'est vraiment une excellente proposition parce que ça permet vraiment à des personnes qui ont commencé à travailler très jeunes de pouvoir se constituer une pension complète sans devoir attendre 67 ans. Et qui dit avoir commencé tôt à travailler dit probablement avoir une certaine nécessité à prendre sa pension un peu plus tôt. Christian Ducati nous a contacté, lui aussi, on découvre sa question. Je trouve que 40 ans de travail, c'est largement assez pour être pensionné. Je travaille en pause, les nuits comprises, et je vous défie de trouver un collègue qui se sent capable de travailler jusqu'à cette fin. Est-ce que ça ne pose pas, Jean Hendricks, aussi la question de la manière dont on organise le travail, finalement, entre les différentes générations sur le lieu de travail ? Absolument. Et je voudrais juste dire ici que je suis content de voir que toutes ces questions prennent comme, je dirais, comme mesure de l'activité professionnelle la durée de la carrière. Donc on a abandonné cette idée que c'était l'âge de la pension qui était vraiment essentiel. C'est vraiment tenir compte de la durée de la carrière prestée. Et ici, ce que personne dit, effectivement, ça va dépendre d'un métier à l'autre. C'est très clair que pour des gens qui ont des métiers en usine, par exemple, avec du travail de nuit, dans des chambres froides ou dans le secteur de la construction, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui travaille en bureau ou en télétravail. Et donc, il faut arriver à tenir intelligemment en compte de cette diversité des métiers et de l'usure des métiers. Donc, je pense que quelqu'un qui est carreleur, par exemple, vous savez, après 60 ans, il a les genoux cassés, en fait. Et donc, il a les genoux cassés, donc il faut lui permettre peut-être d'aider un jeune à mettre le pied à l'étrier, à reprendre son affaire, et lui à ralentir. Et donc, on doit arriver à trouver des portes qui permettent aux gens de trouver un moyen de souffler et de ralentir. François Pearl ? Je vais aller dans le même sens, c'est-à-dire que maintenir un âge artificiellement trop élevé de pension et par ailleurs avoir des conditions trop drastiques en termes de constitution d'une pension complète pour des personnes qui font des métiers pénibles, c'est reporter le problème sur un autre secteur de la sécurité sociale qui est l'invalidité. On a actuellement 500 000 travailleurs en invalidité, essentiellement des personnes de plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas pu, pour des raisons médicales, aller jusqu'au bout de leur carrière. Et donc, au plus on va reporter l'âge de la pension, heureusement on ne le fera plus, au plus on va rendre difficile l'accès aux pensions, au plus en fait on va avoir des invalides et une espèce de jeu de vase communicant qui n'aura absolument aucun effet sur l'assainissement des finances publiques. On a interrogé nos téléspectateurs et nos internautes encore via l'application Opinio. Selon vous, la pension minimale peut être accordée après 10 ans de travail, 20 ans de travail, autre ou sans avis? Eh bien, 20 ans de travail pour plus d'une personne sur deux, en tout cas pour celles et ceux qui ont répondu. C'est un chiffre qui nous a un peu surpris. Vous le comprenez? Vous comprenez que cette réponse-là suscite quand même un certain intérêt? Ça dépend comment on présente la chose. Je crois qu'il faut vraiment expliquer qu'au plus on va demander des conditions de travail effectives pour une pension minimale, au plus on va exclure des personnes qui ne savent pas avoir ces conditions minimales. Et je pense par exemple aux femmes. Si par exemple on remonte dans la proposition actuelle de 10 à 20 ans le travail effectif pour pouvoir prétendre à la pension minimale, on va exclure 65% des bénéficiaires et essentiellement des femmes. Donc il faut savoir ce qu'on fait quand on dit qu'il faut passer de 10 à 20 ans en matière de travail effectif pour la pension minimale. Le message suivant, il nous a été envoyé par Lynn. Il ne faut pas oublier les mamans, nous dit-elle, qui ont arrêté ou mis en pause leur job pour les enfants. Être mère, c'est aussi un job. On doit plus prendre en considération ce statut-là dans le calcul de la pension. Écoutez, il ne faut pas aller chercher loin. Vous allez en Allemagne. Et en Allemagne, les congés de maternité, les interruptions de carrière pour s'occuper des enfants jusqu'à un âge de 7-8 ans sont valorisés dans le système de pension, donc sont assimilés à des années de carrière. Et donc, souvent, ce sont les femmes qui assurent cette tâche et donc elles ne sont pas pénalisées. Donc, elles ne doivent pas sacrifier une partie de leur pension pour se mettre au service de la famille. Ça, ce sera dans la réforme, vous pensez, ou pas du tout? Ou en tout cas, ça doit être prévu. Je pense que la ministre a vraiment une intention de rééquilibrer un petit peu et de s'attaquer à cette question de genre dans le système de pension. C'est aussi la question de la pénibilité qui va nous être posée maintenant via la question toute simple de Bernard. C'est plus une réflexion. Il faut que la pénibilité soit prise en compte, nous dit-il, dans le message qu'il nous a envoyé. François Pearl, un petit mot, cette pénibilité, avec cette liste de métiers pénibles qui existe encore, je crois, catégorisée en 4 catégories. Ça, c'est vraiment un des critères fondamentaux, le critère fondamental encore aujourd'hui. C'est indispensable pour réussir une réforme de pension à long terme. C'est-à-dire que ce que j'ai dit précédemment, c'est vraiment au cœur de la question de la pénibilité. Au plus un métier est pénible, au plus une carrière va être courte. Si on égalise les conditions de pension pour tous les métiers sans tenir compte de la pénibilité,
qu'est-ce qu'on a? On n'a pas des gens qui travaillent plus longtemps, on a des gens qui tombent en invalidité. Or, une des conditions sine qua non pour qu'on réussisse cette réforme, c'est aussi d'augmenter le temps de travail, plutôt le taux d'emploi, mais on ne réussit pas à augmenter une société comme celle qu'on connaît, le taux d'emploi, en acceptant que le travail est pénible. Il faut vraiment aussi, en amont, travailler sur la qualité du travail et faire que aller travailler se passe dans des bonnes conditions sur le plan de la santé, et ce n'est pas tout à fait le cas pour l'instant. Mais c'est vrai que cette question de la pénibilité, elle revient toujours dans les débats. Hein. Je me souviens, avant cette crise sanitaire, on parlait beaucoup des pensions, et on avait un peu l'impression que tous les métiers devaient être considérés comme pénibles, à part évidemment professeur d'économie à l'UC Louvain, ça on est d'accord, c'est pas pénible du tout, mais beaucoup plus sérieusement, c'est vrai que beaucoup disaient, mais de toute façon, chacun à notre manière, on fait quelque chose de difficile, peut-être parce que la vie est devenue difficile. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Moi, j'ai envie de dire, c'est un dossier très complexe. D'ailleurs, le gouvernement précédent s'y est attelé et a échoué, hein, soyons clairs là-dessus. Et il faut être pragmatique ici, quelque part. Et donc, pouvoir arriver à identifier clairement, de manière indiscutable, quels sont les métiers pénibles et à quel degré ils seront compensés par rapport à d'autres, on sent que ça va susciter des tensions. Je pense qu'on peut aller vers une voie un peu plus souple et de permettre justement d'avoir des formules de travail adaptées en fin de carrière, avec des réductions de l'intensité du travail, avec la nature même du travail qui change. Je pense par exemple aux infirmières qui ne sont plus obligées de faire le travail de nuit après un certain âge. Ce sont des formules assez simples, et je pense que sous ces conditions, certaines personnes peuvent considérer que leur travail n'est plus nécessairement pénible. Et donc, ça demande une réorganisation, j'ai envie de dire, dans l'organisation même de notre travail. Vous évoquez notamment avec les générations nouvelles qui arrivent sur le... Et les générations nouvelles peuvent prendre la relève sur un métier qui est... C'est moins pénible quand on est jeune que quand on est plus âgé. C'est une question d'âge derrière. C'est une question de solidarité. Monsieur Chardom, je me tourne vers vous à nouveau. J'ai vu que ça gesticulait beaucoup dans mon dos. Je ne doute pas que la connexion sera meilleure. On vous écoute pour une deuxième question. Voilà, donc j'ai travaillé 20 ans à l'aéroport en pause, donc matin, soir, samedi, dimanche, jour férié. À l'heure de la prise de retraite, la pension de retraite est calculée sur le salaire de base. Or, toutes ces prestations irrégulières étaient payées par des primes qui représentaient grosso modo 30% du salaire. Primes qui étaient allouées à l'ONSS au précompte. Mais en compte pour le calcul. Bon, c'est devenu trop compliqué, Monsieur Chardom. Je suis désolé, je vais devoir interrompre. La télécommunication par Internet n'est vraiment pas bonne. Oui, c'est bizarre d'ailleurs, quelque chose qui coûte de plus en plus cher et avec lequel on a de plus en plus de difficultés. Voilà, ça aussi, ça pose question. On en parlera un jour. Bref, Jean Hendricks, des primes qui sont octroyées, qui font partie du salaire et qui ne sont pas prises en considération pour le calcul final de la pension, ça paraît un peu injuste, évidemment. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui fait un travail d'indépendant complémentaire verse des cotisations, mais ça ne génère aucun droit de pension supplémentaire. Quelqu'un qui a dépassé le plafond pour le calcul de ses pensions, ce plafond varie selon les régimes, eh bien, tout ce qui dépasse le plafond ne génère pas de droit de pension supplémentaire. Et donc, effectivement, ici, un autre exemple, des primes qui sont versées, mais bon, c'est aussi des stratégies et une certaine construction, j'ai envie de dire, au niveau des employeurs qui essaient de faire en sorte que parfois, pour eux, c'est aussi plus profitable de verser une prime qu'un salaire de base, comme on le dit. Et donc, il faut regarder les incidences des uns et des autres. Mais effectivement, tout n'est pas utilisé pour calculer les droits de pension, c'est bien correct. Oui. Dernière question du jour, celle de JF. Rien n'empêche en travaillant de se constituer un complément de pension. Et on a voulu en parler parce que bien sûr, le complément de pension, c'est fondamental, mais on est en train de se diriger droit dans le mur vers une crise peut-être du pouvoir d'achat, des prix qui explosent, des fins de mois de plus en plus difficiles et même des fins de mois de plus en plus tôt. Est-ce qu'il n'y a pas une menace justement sur ces pensions complémentaires parce qu'on ne pourra bientôt plus se les payer ? Rien ne l'empêche effectivement. Le problème, c'est les capacités d'épargne. Or, on est ici justement en train de discuter de la pénibilité, de métiers qui sont en général mal payés, qui donc réduisent forcément la capacité d'épargne. En fait, c'est un peu injuste et il y a un problème d'équité dans le système. C'est que les personnes qui peuvent se constituer des cotisations, plutôt des pensions complémentaires, sont des personnes qui ont des capacités d'épargne, probablement un métier moins pénible que ceux qui en auraient besoin, d'où l'intérêt de maintenir un système de pension légal avec un premier pilier qui est basé sur la solidarité. Ok, eh bien, on verra l'évolution de tout ça et on verra évidemment, puisque les débats vont commencer sur cette réforme de pension, on devrait y consacrer, si l'actualité nous le permet en tout cas, y consacrer un QR le débat très très prochainement. Grand merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Grand merci à vous, Monsieur Chardom. Sorry pour les petits problèmes. Vous embrasserez bien fort de ma part votre fournisseur Internet. Vous le saluerez en lui disant merci pour tout ce qu'il fait. Voilà, ce ne sera pas du luxe. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission. Je vous laisse avec la météo et puis votre séance VIP
VIP du lundi. Un film avec Danny Boone. Ce ne sera pas Bienvenue chez les Ch'tis. Ce soir, ce sera Le Lion. Excellente soirée, à demain.